J'ai grandi dans une famille où j'entendais inlassablement des trucs du genre les salauds de riches, ah les patrons, ou alors mon préféré, de toute façon, nous, on n'est pas fait pour s'enrichir, pour gagner de l'argent et pour investir. Alors quand tu pars de ce constat de départ, eh bien ça commence très 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 mal. Parce que même si tu avais le petit espoir quand même d'y arriver, eh bien on te rappelle constamment que pour toi c'est pas possible. Eh non, pour les autres oui, ceux qui savent, ceux qui... Mais nous, on reste comme on est. On n'a pas été fait pour ça. C'est si facile. Sauf qu'après en avoir parlé autour de moi, à mes amis, etc., je me suis aperçu que c'était pas un cas isolé, mais que c'était, pour la majorité des familles en tout cas, on avait tous entendu le même son de cloche. Alors je me suis mis à la recherche de ce rapport aussi étrange soit-il, anti-argent de beaucoup de Français, pour comprendre. Parce que je pense que la France, c'est probablement le seul pays au monde où tu peux dire fièrement que tu comprends strictement rien à l'économie, mais que quand même les riches c'est des salauds. Des saloperies de salopards. On a une des meilleures productivités horaires, un patrimoine d'épargne énorme, et en même temps, on a une haine profonde de l'argent, de l'investissement, de la réussite financière. Et ça, c'est pas un trait de caractère folklorique. C'est une construction culturelle, historique, scolaire, médiatique qui a un coût concret dans notre vie à tous. Parce qu'on vit dans un pays qui consomme une richesse énorme qu'il décourage de produire. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment on en est arrivé là, pourquoi notre modèle repose en partie sur une fiction, et surtout ce qu'on pourrait faire pour changer le narratif, et surtout pour arrêter de se tirer une balle dans le pied. Si tu parles d'argent à table en France, il se passe toujours la même chose. Parce que tout le monde est d'accord pour dire que les fins de mois sont de plus en plus compliquées, que les impôts sont trop élevés, que en même temps les prix explosent, et que les riches, en tout cas certains riches, devraient payer plus. Mais dès que tu parles d'investissement, de bourse, d'entreprise, de rentabilité, de risque, etc., eh bien là on change complètement de sujet parce que tu vas encore passer pour le gros capitaliste de service. Et ouais, c'est ton rôle. Il y en a un dans toutes les familles, il y a le tonton chelou ringard avec des blagues de cul, voilà. Et bien toi, ça sera ton rôle. Petite précision, parce que je suis en train de faire le montage, je ne voulais pas dire que tu devais être le tonton ou la tata perverse. Non, non pas du tout. Tu seras le tonton ou la tata capitaliste de service. C'est tout. Allez, on y retourne. Et ce malaise, il tombe pas du ciel, il est le produit, de ce que j'ai pu voir, de 3 couches successives. Le premier, ça va être notre héritage culturel et historique, le catholicisme, la littérature, le marxisme, etc. De notre école, qui ne parle que très peu, voire pas du tout de richesse réelle, mais beaucoup de conflits et de redistribution. Et notre modèle social et notre fiscalité, qui rendent presque invisibles les vrais mécanismes économiques. Parce que quand tu penses que la santé et l'éducation est gratos parce que tu vois pas au final la facture qui arrive tous les mois, eh bien on perd la notion de l'argent. Donc t'inquiète pas, on va dérouler ça point par point. Partie 1, d'où vient cette méfiance des Français vis-à-vis de l'argent? On en parle tout de suite. Parce que la méfiance de la part des Français vis-à-vis de l'argent, elle commence pas avec le marxisme ou sur BFM TV ou CNews. Elle est beaucoup plus ancienne. Parce que d'abord, mesdames et messieurs, on a l'empreinte catholique. Dans le monde protestant, de ce que j'ai pu voir, eh bien, la richesse matérielle, ou en tout cas la réussite matérielle, eh bien, elle a plutôt signe de bénédiction. Alors qu'en France, la partie catholique a longtemps associé le bon travail, donc le travail de la terre, le travail au corps, le travail à l'effort, tout ce qui est bon doit être dur, compliqué, on doit suer. Alors que l'argent qui travaille tout seul, les prêts, la spéculation, l'investissement, eh bien tout ça c'était suspect. Et même quand la société se laïcise, eh bien, la morale, elle reste, elle. Parce que peut-être qu'on a arrêté d'aller à l'église le dimanche, mais on a gardé à l'idée que gagner de l'argent sans souffrir, c'était moralement douteux. Il y a quelque chose derrière. C'est pas tout à fait normal, cette histoire. Et on a déplacé ça sur d'autres figures. Le commerçant, le nouveau riche, le banquier, l'influenceur qui va à Dubaï, le trader, l'investisseur, l'entrepreneur, etc. Et ensuite, on a la littérature qui a gravé cette image dans le marbre. Que ce soit Balzac, Honoré, eh bien toute la grande littérature du 19e siècle, elle a mis en scène l'argent comme une force qui corrompt, qui détruit, qui humilie. Parce que le banquier, le spéculateur, c'est rarement le héros de l'histoire. Dans beaucoup de romans, celui qui s'enrichit, ça va être celui qui va perdre son âme petit à petit et qui va au final terminer dans le fossé. C'est celui qui va terminer sans famille, sans dignité, etc. Et puis, au XXe siècle, tu ajoutes par-dessus ça, eh bien, une grosse couche de marxisme dans les milieux intellectuels, universitaires et syndicaux, avec là une grille de lecture dominante qui devient le prolétariat contre les patronats, les exploitants contre les exploités, le capital contre, eh bien, le travail, la sueur, et les riches contre les pauvres. Résultat, la réussite financière, elle est perçue comme suspecte par ceux qui possèdent le capital culturel, que ce soit les professeurs, les journalistes, les intellectuels, etc. Et on se construit socialement en étant contre l'argent tout en ayant besoin. Bah ouais, sauf que ça c'est un petit peu une schizophrénie nationale qu'on a. L'argent c'est mal, mais en même temps, bah sans l'argent, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. En tout cas pas moi.
Je préfère vivre d'oseille. La partie 2, c'est l'école qui est une fabrique de méfiance économique. Parce que l'école française, elle ne nous forme pas à comprendre comment on crée la richesse. En tout cas, moi, elle m'a jamais appris ça. Elle m'a même pas d'ailleurs appris à comment payer ses impôts, comment gérer un budget, comprendre que si tu gagnes 100 mais que tu dépenses 120, il y a un petit problème dans l'équation, mon cher Watson. Et surtout, elle te forme à analyser ces effets qui sont souvent négatifs de la richesse. Moi, je me souviens, j'ai fait SES, Sciences économiques et sociales, et on parlait beaucoup de chômage, d'inégalité, de redistribution, de crise, d'externalités négatives, de rapports de force, etc. Ça, on en parlait énormément. Bourdieu, Bourdon, etc. Mais on parlait jamais de comment fonctionnait vraiment une entreprise, comment se forme un prix, à quoi sert le profit, pourquoi il faut du capital pour investir, et comment une boîte se meurt si elle perd de l'argent pendant trop longtemps. Et j'avais l'impression que les manuels, ils présentaient plus, en fait, l'entreprise sous l'angle de conflit. Capital, travail, etc. Le profit, il est presque toujours associé à l'exploitation, rarement à une rémunération contre le risque, ou alors une condition pour investir de nouveau. Ajoutant à tout ça le fait que la majorité des enseignants n'ont jamais travaillé dans le secteur privé de leur vie, c'est des fonctionnaires, ils sont protégés à vie dans un système où le risque est minimal et que la progression en fait dépend peu de ta performance économique. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients, on n'est pas là pour les discuter, mais en tout cas ils sont privés de ça, privés du fait que si on ne gagne pas d'argent, l'entreprise va mal et donc implicitement ça va avoir des conséquences. Donc le fait que ces fonctionnaires sont protégés à vie et qu'ils vivent dans un système où le risque est plutôt minimal, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en fait c'est un fait. C'est comme ça. Mais en tout cas, ce qui est quand même un peu compliqué, c'est de transmettre le goût du risque à tes élèves, sachant que toi-même, tu as construit ta vie, en tout cas, tu as fait tes choix de décision professionnelle pour éviter le risque. Donc le résultat, c'est qu'on a des générations qui comprennent très bien la critique du capitalisme, ça n'y a pas de souci, et très très mal le fonctionnement de l'économie réelle. Parce que s'il n'y a personne pour employer des personnes, on n'a pas d'employés, puisqu'il n'y a pas d'employeur. Donc ensuite, on va rentrer dans le marché du travail, et là, tu plonges dans une autre fiction, celle de la fiche de paye. Et en France, on te parle de salaire brut et de salaire net. Mais le chiffre qui compte économiquement, c'est le coût total pour l'employeur, ce qu'on appelle parfois le super brut. Et entre ce que l'entreprise débourse pour toi et ce qui arrive sur ton compte à la fin, il y a un gouffre, un cap, que dis-je, une péninsule. Sur chaque 100 € que ton entreprise sort pour te payer, il en reste beaucoup moins qui arrivent sur ton compte à la fin du mois après les cotisations, les charges, les impôts, le prélèvement à la source, etc. Sauf que cette grosse partie, elle est invisible pour toi. Tu la vois pas, on t'en parle jamais, et donc conséquence, t'as l'impression que ton patron, il te paye mal, t'as l'impression que la protection sociale, elle est gratos, alors qu'en réalité, c'est largement ton propre travail qui finance le système. Et quand tu regardes froidement les chiffres des retraites, des déficits, des rapports officiels sur les prochaines décennies, tu réalises qu'on a construit un modèle social et économique où on promet beaucoup, tout en fermant les yeux sur les équations démographiques et budgétaires. Est-ce qu'on a le coût? Est-ce qu'on a les moyens de se permettre tout ça? On ferme les yeux et on préfère parler d'acquis sociaux, comme s'ils étaient éternels, plutôt que de se poser la question suivante: qui paye, comment, et est-ce que c'est soutenable pour l'avenir, pour le futur? Ensuite, on a les médias, les films, les séries, où l'entrepreneur, je sais pas si tu l'as remarqué, mais il est constamment le méchant de service. Toujours. L'économie, elle est très souvent traitée sous le rôle du conflit. Les plans sociaux, les grèves, les fermetures de sites, les scandales, les super profits, les réussites, les créations d'entreprises, les levées de fonds, les innovations, elles sont beaucoup moins visibles dans les JT que les colères, les blocages, les manifs, etc. Bon, c'est normal, ça fait plus vendre. Mais est-ce que c'est pas suicidaire de montrer ce rapport-là plutôt que de montrer l'autre côté? Heureusement, maintenant, on a plein de médias indépendants qui montrent ce côté-là. Et on a plein de podcasts, on a plein de vidéos YouTube, etc. pour nous montrer l'autre pendant. Mais pendant très très longtemps, il n'y avait que le JT de TF1 et de France 2. Donc, on a une vision très partielle et somme toute influencée de ce qu'on te montre. Et dans la fiction, et même dans nos dessins animés, etc., c'est beaucoup plus riche. On a le patron ou le financier qui est montré comme le type cynique, sans émotion, héritier déconnecté, ou alors l'escroc. On a aussi l'escroc. En tout cas, c'est toujours l'enfoiré de service. C'est toujours l'enflure. Et c'est très rarement un héros positif. Très rarement quelqu'un qui prend des risques, qui crée un produit utile, des emplois, qui se bat pour tenir sa boîte et payer mois après mois les salaires de ses salariés. En gros, tout notre environnement symbolique te répète depuis que t'es gamin que l'argent corrompt, que l'entreprise exploite et que la finance détruit. Alors forcément, quand plus tard on te dit investis en bourse, lance un business, prends des risques, toi tu vois ça comme un conflit énorme. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que ça fait. Et je pense que c'est ce qui fait que je me suis empêché de prendre des vraies décisions que j'avais envie de faire, donc c'est-à-dire lancer une entreprise ou des entreprises, investir depuis très très jeune, etc. J'ai retardé ce passage à l'action parce qu'en fait, j'avais potentiellement
en plus ce narratif là-dedans. La prise de risque, c'est... tu te rends compte? Non. Apprends bien à l'école, fais des études, trouve-toi un travail de cadre pour faire des PowerPoint, des réunions inutiles, etc. Tu seras bien payé, et là tu seras aux petits oignons. Et si maintenant on parlait de fiscalité, d'immobilier et d'épargne mal orientée? Parce que quand tu mets tout ça bout à bout, tu obtiens des comportements parfaitement rationnels dans un système mal conçu. Les Français épargnent beaucoup, c'est un fait. Mais ils épargnent surtout sur le livret A, sur leurs comptes non rémunérés, sur les fonds euros de leur assurance vie ou dans l'immobilier physique. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans l'imaginaire collectif, l'immobilier, c'est du concret, c'est du sûr. La pierre, on ne peut pas me la retirer. Désolé, j'ai un message. L'État ne fera jamais défaut. Et la bourse, c'est du casino, vous le saviez pas? C'est du casino. Hyper dangereux. Résultat, l'épargne finance majoritairement la dette publique. Elle alimente la hausse des prix de l'immobilier, mais elle finance très peu les entreprises productives. Et oui. Et comme la fiscalité sur la production, sur le capital, sur le patrimoine est lourd, très lourd, instable, souvent punitive, et bien beaucoup de capitaux finissent par partir. Aussi simple que ça. T'as des gens qui auraient pu construire des choses en France, mais qui choisissent de le faire ailleurs. Et c'est tout à fait normal, c'est rationnel. Et c'est tout à fait normal, sauf pour les gens qui adorent se faire fouetter. Et il y en a quelques-uns, et c'est aussi normal. Et il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Donc la haine de la finance aboutit sur une réalité extrêmement violente. On refuse d'investir dans nos propres entreprises, et du coup on se retrouve dépendant des capitaux étrangers pour les financer. Alors maintenant, je voudrais qu'on ouvre ce nouveau chapitre pour voir comment on peut changer ce narratif et pourquoi ça compte pour toi. Parce que la bonne nouvelle, c'est que cette histoire-là, c'est pas une fatalité. Et ça change. On le voit grâce aux réseaux sociaux, je trouve que ça change énormément. Les nouvelles générations ont commencé à changer de narratif, en tout cas de point de vue. D'ailleurs, à ce tarif-là, d'autres pays ont eu les mêmes problèmes que nous et ont réussi à basculer. Par exemple, l'exemple de la Suède, qui a réussi à réformer son modèle social en profondeur pour le rendre soutenable tout en gardant une forte protection. Ils ont assumé une évidence, c'est que si tu veux redistribuer, il faut d'abord produire. Et pour la France, ça veut dire plusieurs choses très concrètes. Arrêter de cacher le vrai coût du travail, mettre clairement le coût total employeur sur les fiches de paye, pour que le début ce soit pas ouais mon patron s'enrichit sur mon dos, ce radin, mais de vraiment où est-ce que va l'argent réellement prélevé de mon travail. Arrêter de représenter l'économie uniquement comme un rapport de force. Enseigner aussi la réalité d'une entreprise, ses contraintes, ses risques, ses arbitrages, ses comptes. Orienter fiscalement l'épargne vers le risque productif plutôt que vers la rente, faciliter l'investissement en actions, en fonds propres ou dans les PME au lieu de surtaxer la production, et surtout changer l'histoire qu'on se raconte vis-à-vis de l'argent. Passer de l'argent c'est sale à la création de richesse est une condition sine qua non de notre souveraineté, de notre modèle social et de la transition écologique. Bon, j'avoue, ça sonnait très politicard. Mais il y a du vrai. Et c'est pas une question non plus d'être à droite ou à gauche. On s'en fout de ça. C'est une question de réalisme en fait. On peut pas éternellement revendiquer les avantages d'un pays riche en refusant culturellement tout ce qui produit de la richesse, tout ce qui crée de la richesse. Pas possible. Donc tu le vois, la haine française de l'argent, c'est pas juste une humeur, c'est une logique. Une logique qui s'explique, mais aujourd'hui une logique qui nous enferme. La vraie question, c'est pas est-ce qu'il faut aimer les riches, est-ce qu'il faut pas les aimer, est-ce que les patrons sont tous des salauds? Au contraire, la vraie question c'est est-ce qu'on veut vivre dans un pays qui assume de créer de la richesse ou pas? Et j'ai clairement pas toutes les réponses à ça, mais je pense qu'on ne peut plus fermer les yeux vis-à-vis de la réalité actuelle et qui est déjà une réalité depuis des décennies. Et toi honnêtement, si tu regardes ton propre rapport à l'argent, à l'investissement, à l'entreprise, t'as l'impression qu'il vient d'où? De son histoire personnel, de ta famille, de l'école, des médias? Je serais curieux de lire tout ça en commentaire, parce que c'est là où commence vraiment le changement de narratif, quand chacun met les mots sur ce qu'on lui a transmis. Alors bien évidemment, pour le but de cette vidéo, j'ai pas abordé tous les sujets, mais dis-moi si il y a certains sujets que tu voudrais que j'aborde un peu plus en profondeur, et comme d'habitude, je te laisse avec une vidéo qui va s'afficher juste ici, ou juste là, pour continuer d'en apprendre plus sur les finances personnelles, l'investissement en bourse, etc. Et je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle semaine et te dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.